Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est André Lecourt, je suis professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et c'est mon grand plaisir aujourd'hui de collaborer avec l'École de la fonction publique du Canada pour vous présenter cette session sur le fédéralisme, une comparaison entre la Suisse et le Canada. C'est le dernier événement d'une série de 12 qui a eu lieu sur le fédéralisme, une série qui a débuté en octobre 2022 et qui se termine aujourd'hui. Avant de continuer, laissez-moi rendre hommage au peuple algonquin, le gardien traditionnel de cette terre où je me situe, à l'Université d'Ottawa, un territoire qui demeure non cédé. Je vous encourage donc tous et toutes qui nous écoutions à travers le pays de réfléchir aux liens entre le territoire où vous vous situez et ses populations. Donc, l'événement d'aujourd'hui, les fédérations dans le monde, comparaison entre le Canada et la Suisse, se penche principalement sur les questions de gouvernance partagée, de démocratie et de relations intergouvernementales. Il s'agit ici de voir comment une fédération qui a certaines ressemblances avec le Canada, la Suisse, peut nous aider à dégager des leçons de bonne gouvernance, des leçons de démocratie et des leçons de relations intergouvernementales. Il y a quand même assez peu de fédérations qui, sociologiquement parlant, peuvent se comparer au Canada et la Suisse, pardon, avec son multilinguisme, en est très certainement une. Donc, pour guider et organiser notre réflexion sur cette comparaison entre la Suisse et le Canada, nous avons deux orateurs, oratrices fantastiques, deux experts et expertes reconnus dans le domaine du fédéralisme et en particulier du fédéralisme et de la politique suisse. Je vous les présente donc maintenant. Sean Muller est professeur adjoint à l'Université de Lausanne. C'est un spécialiste du fédéralisme, en particulier de la gouvernance partagée dans les fédérations. Et il est aussi spécialiste de la politique et du fédéralisme en Suisse. Il détient une maîtrise de l'Université de Fribourg et un doctorat de l'Université Kent en Angleterre. Le professeur Muller est une autorité reconnue dans le domaine du fédéralisme comparé. Nous avons aussi avec nous la professeure Johanna Schnabel, qui est chercheuse et maître de conférence à la chaire de politique allemande de la Freie Universität à Berlin. Elle a son doctorat de l'Université de Lausanne, en Suisse, et elle a fait un postdoctorat à l'Université de Kent, au Royaume-Uni. La professeure Schnabel est une spécialiste des relations intergouvernementales, de la gestion des crises et des transferts financiers dans les fédérations. Ses recherches ont aussi un angle comparatif. En plus de la Suisse, elle a étudié l'Allemagne, l'Australie et le Canada. Donc, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être parmi nous. Je vous encourage à soumettre vos questions via le dispositif qui est disponible. Vous pouvez le faire tout le long des présentations et même de la période de discussion. Donc, vous n'avez pas à attendre à la toute fin pour nous envoyer vos questions. Chaque invité fera une brève présentation et nous aurons ensuite une discussion en panel qui inclura vos questions telles que nous les recevrons. Donc, professeur Muller, je vous demanderai de commencer avec votre présentation. Merci beaucoup, André, et merci aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité et donner l'opportunité de vous parler un peu de mon sujet préféré, qui est le fédéralisme à la Suisse, tout en essayant d'en tirer quelques leçons comparatives qui devraient être intéressants aussi pour un public non suisse, ou peut-être surtout, mais pas seulement. Alors, je vais vous parler un peu de l'histoire, très brièvement. Ensuite, passer en revue les institutions les plus importantes au niveau fédéral et ensuite terminer avec une comparaison avec le Canada, la Suisse et d'autres pays
développé démocratique fédéral en ce qui concerne la centralisation, l'augmentation du poids du gouvernement fédéral en Suisse. L'histoire suisse ne peut se comprendre qu'à travers ses cantons. Donc, personne ne sait exactement quand la Confédération suisse, la Confederatio Helvetica, qui est son nom latin, a débuté. Le mythe dit que c'est en 1291 que les anciens sujets de l'Empire autrichien se sont rebellés contre des nouveaux tarifs qui ont lancé une révolution conservatrice, d'ailleurs, pour préserver le statu quo. Donc, il y a cette fameuse, ce jurement qui est à l'origine, ce jurement mythique qui est à l'origine de la Confédération suisse, qui dit que les valets voulaient rester libres et pas être sujets gouvernés depuis l'extérieur, depuis Vienne à l'époque. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de document qui nous permet de vérifier si c'est vraiment l'année. Donc, il y a un document de 1291, mais ça a été prouvé comme falsifié, antédaté, ce qui n'empêche pas qu'autour de 1300, donc 1315 au plus tard, on a un document, on a un contrat qui établit cette fameuse confédération. Donc, il s'agit d'une union entre au début 3, ensuite 8 et tout à la fin 13 cantons, donc des États plus ou moins indépendants qui se sont mis ensemble pour préserver leur statut. Tout ça a très bien marché pour les 13 cantons jusqu'à l'invasion française. Donc en 1798, l'armée française envahit la Confédération et crée un nouvel État, un État unitaire, sous le nom de République helvétique. Ça marche pas du tout. Même Napoléon a dû avouer en 1803 que la nature a fait de votre État un État fédéral et vouloir la convaincre ne serait pas d'un homme sage. Donc, sous Napoléon, on a cette fameuse constitution de la médiation, 1803 jusqu'à 1815, qui est une sorte de compromis entre une confédération avec des entités cantonales très, très autonomes et la République helvétique, où il n'y avait pas de canton, il n'y avait que des districts. Avec la défaite de Napoléon en 1815, on revient au système antérieur, donc on fait un grand pas en arrière. Entre 1815 et 1847, il n'y a pas vraiment de constitution, il y a juste un pacte fédéral qui établit les anciens cantons, mais qui laisse les nouveaux cantons au statut des cantons à l'égalité avec les anciens cantons. Il fallait pourtant une très brève guerre civile en novembre 1847 qui durait que 100 jours, qui avait quelques morts, mais pas énormément, pour établir l'État fédéral suisse dans sa forme moderne. C'est à partir de 1848 qu'on peut vraiment parler de la fédération suisse entre 22 cantons et le peuple suisse qui, jusqu'à présent, n'était très peu présent. Donc, il n'y a pas vraiment eu de peuple suisse, il y a juste eu les cantons et c'est seulement à partir de 1848 qu'il y a le peuple à côté des cantons. La seule addition au niveau des cantons, c'était la création de nouveaux cantons à travers une sécession interne. Donc, ce n'est pas un ajout, c'est plutôt une scission interne. Je vais y revenir plus tard après vous avoir montré quelques cartes historiques. Donc là, vous voyez, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un territoire très, très petit. En habitant le Canada, ce n'est pas quelque chose que je dois vous rappeler, mais là, on parle des dimensions vraiment, vraiment petites. Donc, par exemple, aujourd'hui, les lignes rouges, c'est les frontières actuelles de la Suisse, partant de Genève, donc la ville la plus occidentale, pour aller jusqu'à Coire, la capitale la plus orientale, il vous faut 3 heures en train. Donc, il n'y a même pas d'avion parce que c'est trop proche. Donc, en couleur, vous voyez les 13 cantons originels qui étaient à l'origine de la Confédération suisse. Tout ça a changé avec le système Napoléon qui a créé des entités complètement artificielles. Vous voyez les cantons de Berne, le grand canton de Berne a été
coupé en deux. Il y a eu un nouveau canton, canton de Lint, qui était complètement artificiel, qui rentrait dans la logique cartésienne française. Il faut que le territoire soit accessible en une journée en y allant au cheval. Et c'est pas du tout les frontières historiques qui se sont créées à travers des siècles. Donc déjà, en regardant sa carte, on peut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, parce que les frontières, les nouvelles frontières étaient complètement artificielles. En 1803, donc cette tentative, ce compromis, la constitution de la médiation, donc la médiation entre les unitaristes et les confédéralistes, rétablissait les cantons dans leurs anciennes fédérations, mais oubliait quelques territoires qui aujourd'hui font partie de la Suisse, notamment le canton ou la République et canton du Valais, le Genève non plus. Donc le canton de Genève, la République de Genève ne faisait pas partie de ce compromis de 1803. Et c'est en fait seulement en 1815 qu'on on retrouve la Suisse dans ses frontières actuelles avec les 22 cantons et en 1979, le tout dernier, le plus jeune canton, les cantons de Jura, qui est un canton francophone, catholique, qui s'est créé en sécessionnant du canton de Berne, qui est majoritairement germanophone et protestant. Donc là, il s'agit d'une sécession interne. Donc les Jurassiens ne voulaient jamais quitter la Suisse, ni non plus rejoindre la France, mais il s'agissait simplement d'élever le statut de ces territoires au niveau d'un canton comme tous les autres cantons. Au niveau des institutions, également, c'est très difficile de comprendre le fonctionnement du système politique suisse sans avoir connaissance des cantons. Donc, le Conseil national, qui est le Parlement, la Chambre basse, est l'équivalent à votre Chambre des communes, est composé de 200 membres, mais ces 200 membres sont tous et toutes élus dans des cantons. Donc, il n'y a pas de circonscription unique en Suisse. Les cantons, les 26 cantons, sont les circonscriptions non divisées. Donc, les sièges, les 200 sièges sont attribués aux cantons en fonction de leur poids démographique. Les plus petits cantons ont seulement droit à un siège. Le canton le plus grand, le canton de Zurich, en a 36 sièges. Et en théorie, c'est un système proportionnel. Évidemment, avec un seul siège, vous ne pouvez pas pratiquer la proportionnalité. Donc, dans les petits cantons, avec un seul siège, du fait, c'est le système majoritaire. Mais il n'y a que 6 cantons qui n'ont qu'un seul siège. Donc, globalement, le système est proportionnel, ce qui fait qu'on a actuellement 10 partis politiques représentés au Conseil national, qui est la Chambre basse. À côté du Conseil national, il y a le Conseil des États, qui est le Sénat. Le Sénat suisse, qui est une copie du Sénat américain. Donc, quand les pères, il n'y avait pas de maire, quand les pères de la Constitution suisse, en 1848, ont décidé du système actuel, ils se sont largement inspirés du système américain, notamment en créant ce bicaméralisme parfait. Donc, les conseillers aux États, les sénateurs sont évidemment élus dans les cantons, sauf que cette fois-ci, il y a parité entre les cantons. Donc, quoi que leur taille, mon canton de Glaris avec 40 000 habitants a 2 sénateurs, le canton de Zurich avec 1,3 million d'habitants en a 2 aussi. Les 2 chambres ont exactement le même poids, donc chaque loi, chaque changement de la Constitution doit être approuvé dans la version exactement identique par les 2 conseils en des sessions séparées. Donc les 46 sénateurs ont exactement le même poids que les 200 conseillers nationaux qui représentent le peuple. Le Conseil fédéral, le gouvernement est composé de 7 membres, 7 conseillers fédéraux. Ce chiffre magique de 7 s'inspire non pas de la Constitution américaine, mais de la Révolution française, qui avait le directoire. En France, ils avaient 5. En Suisse, on s'est dit 5, ça ne suffit pas pour répondre à la diversité, à la pluralité
du pays, donc on passe à 7. Les 7 conseillers fédéraux sont élus, comme aussi les membres des tribunaux, par le Parlement. Donc, il n'y a pas d'élection directe ni du gouvernement ni des juges. Les 7 et les juges sont élus par les 2 chambres en session commune. Donc, très concrètement, ça veut dire que les 46 conseillers aux États arrivent dans la chambre basse et se siègent aux alentours, derrière les conseillers nationaux, et votent tout en ayant une voix par personne, ce qui fait que les 200 membres du Conseil national comptent en fait plus que les 46 conseillers d'État par le simple fait d'être plus nombreux. À côté de la démocratie représentative, il y a 3 instruments qui comptent, qui sont importants pour comprendre le fonctionnement et du fédéralisme et de la démocratie suisse. Il y a le référendum obligatoire, donc chaque changement de la constitution fédérale doit être approuvé par ce qu'on appelle la double majorité, donc il doit y avoir une votation populaire où non seulement la majorité populaire est nécessaire pour accepter les changements, mais aussi une majorité des cantons. Donc, encore une fois, il y a les cantons qui entrent dans le système, dans le fonctionnement de la politique suisse. Le référendum facultatif permet à 50 000 citoyens et citoyennes d'attaquer n'importe quelle loi décidée par les 2 chambres parlementaires. N'importe quel acte du Parlement fédéral n'est que provisoire parce qu'il peut être attaqué par 50 000 citoyens, citoyennes dans un délai de 100 jours depuis sa publication. Il y a 50 000 citoyens et citoyennes qui peuvent attaquer une loi et demander une votation populaire où une simple majorité est nécessaire, mais aussi 8 cantons. Donc, à côté des 50 000 citoyens et citoyennes, il y a aussi la possibilité pour 8 cantons de n'importe quelle taille, de n'importe quelle langue, de n'importe quel poids économique, d'attaquer n'importe quel acte du Parlement et de demander une votation populaire qui, à elle seule, est décisive. Donc, la dernière possibilité pour influencer de manière directe les règles qui gouvernent la Suisse, c'est l'initiative populaire. Donc, l'initiative populaire permet à 100 000 citoyens et citoyennes suisses de changer la Constitution plus ou moins dans n'importe quelle direction. Donc, il y a quelques limites fondamentales. Le jus cogens du droit international, donc tout ce qui est accepté globalement comme constituant un no-go, ne peut pas être inséré dans la Constitution, mais à part ça, tout est possible. Vu qu'il s'agit d'un changement constitutionnel, là aussi, c'est nécessaire d'avoir la double majorité, donc 2 oui, comme pour des parents, mère et père qui disent à leur enfant qu'il faut 2 oui. Là, c'est le oui du peuple et des cantons qui est nécessaire pour changer la Constitution. C'est-à-dire les cantons comptent pour les 3 instruments de la démocratie directe, à côté des partis politiques, à côté des groupes d'intérêt, à côté des partis politiques. Et le dernier point que je voulais soulever aujourd'hui traite la centralisation. Donc, avec des collègues, on a essayé de comprendre depuis la création de la Suisse moderne en 1848 le degré ou l'endroit où se trouve le pouvoir politique. Donc, on a divisé l'action politique en 22 domaines spécifiques, de l'agriculture jusqu'à la défense, jusqu'à la formation, la santé. Et pour chaque domaine politique public, on a classifié le degré de législation entre 1 et 7. 7 veut dire décentralisation totale et 1 veut dire centralisation totale. Et on a fait ça pour chaque politique publique, pour la législation, donc faire des lois, faire des règles et la mise en œuvre. Et vous voyez là sur ce graphique en 1848, donc on a fait ça tous les 10 ans, donc plus ou moins dès le début de la Suisse. La Suisse était très décentralisée, il y avait très peu de pouvoir politique localisé au centre, mais à travers le temps, depuis la création de la Suisse moderne, en fait, c'est l'histoire de la centralisation. Donc souvent, quand on a des délégations
de l'extérieur qui viennent en Suisse pour comprendre comment gérer la décentralisation, la première chose qu'on doit leur dire, c'est qu'en fait, on est des spécialistes pour la centralisation et non pour la décentralisation, parce qu'on a fait que ça depuis la création de la Suisse moderne. Vous voyez aussi qu'il y a un écart qui s'ouvre entre la centralisation des lois, de la législation, et la décentralisation en ce qui concerne la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre, tout ce qui est les employés de l'administration publique se trouve plutôt au niveau cantonal, voire au niveau communal, local, tandis que les règles sont de plus en plus décidées au niveau national. Je vous montre ça aussi en comparaison internationale, c'est mon dernier slide. Donc, ce que vous voyez là sur ce graphique, ça commence en 1950 et ça se termine en 2010. Là, les 6 pays classiques qu'on a comparés avec André Lecourt. Si vous avez des problèmes en ce qui concerne le Canada, vous pouvez vous orienter vers lui. C'est lui qui est responsable principalement de la localisation du Canada. Donc, sur l'horizontale, vous trouvez les degrés de décentralisation. Ça va de 1 à 7, 7 décentralisation totale, 1 centralisation totale. Donc, le Canada commence en 1950 en étant sur 4, 4,2 et reste plus ou moins pour 2010 sur 4. Donc, le Canada ne s'est pas bougé sur cet axe. Tandis que la Suisse se trouve à un endroit plus décentralisé que le Canada en 1950, était le pays le plus décentralisé, plus à droite, plus décentralisé en 1950, tandis qu'aujourd'hui, ou bien en 2010, la Suisse est plus centralisée que le Canada, parce que la Suisse s'est bougée. C'est l'horizontale. La verticale, c'est l'écart. Si je reviens en arrière, l'écart qui s'ouvre, on montre que la Suisse se bouge vers le haut. Donc, la verticale mesure l'écart entre législation et mise en œuvre. Plus en haut, vous êtes, le plus grand l'écart. Et là aussi, vous voyez que en 1950, c'était l'Allemagne, l'inventeur ou l'inventrice de la décentralisation administrative. En Allemagne, depuis le fondement de l'Allemagne moderne, des lois ont été décidées au niveau national et la mise en œuvre était toujours du domaine des Länder. C'est le contraire du fédéralisme dual qui est pratiqué au Canada ou en Australie et moins, mais à l'origine, aux États-Unis. Et là encore, vous voyez que la Suisse, en fait, la Suisse, c'est le pays qui a bougé le plus, et dans l'horizontale et dans la verticale. La Suisse a même dépassé légèrement l'inventrice du fédéralisme administratif. La Suisse est plus allemande que l'Allemagne. Le Canada, par contre, n'a bougé ni dans l'horizontale, ni même grandement dans la verticale. Le Canada est resté stable et encore dual, encore décentralisé, tandis que la Suisse a bougé grandement vers le haut et aussi vers la gauche, qui veut dire plus de centralisation. Et si vous avez des questions sur comment expliquer ce double changement, ou comment expliquer le changement de la Suisse et le non-changement du Canada, je suis très content d'en pouvoir parler lors de la discussion. Voilà, je m'arrête là. C'est là pour vous donner un peu des points de réflexion et je suis content de développer n'importe quel point, ce que j'ai mentionné dans le Q&A. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Muller. Professeur Schnabel, c'est à votre tour maintenant. On vous écoute. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. Donc, après que Sean vous ait présenté les caractéristiques clés de la Suisse en comparaison avec le Canada, moi, je vais vous parler de la collaboration internationale, intergouvernementale. J'imagine qu'il s'agit d'une activité à laquelle vous avez toutes et tous participé d'une manière ou d'une autre.
Et pour commencer mon exposé, j'aimerais vous présenter déjà quelques différences entre le Canada et la Suisse par rapport à la question pourquoi y a-t-il la collaboration entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées, donc les provinces et les cantons, ou entre les provinces et les cantons eux-mêmes, même si je vais moins parler de ça. Donc, Sean en a parlé. Au Canada, on trouve ce qu'on appelle le fédéralisme double ou dual, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle. Et c'est une structure, en fait, le niveau de gouvernement qui est chargé de la législation met aussi en œuvre ses propres lois. En Suisse, par contre, on trouve le fédéralisme administratif. Donc, ça veut dire que les cantons sont responsables de la mise en œuvre de la majorité des lois, de presque toutes les lois fédérales. Donc, ça, déjà, ça encourage fortement la collaboration entre la Confédération et les cantons. Par contre, le fait que le Canada n'a pas ce genre de fédéralisme ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration, pas besoin de collaboration. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le pouvoir fédéral de dépenser, que vous connaissez peut-être, qui existe aussi en Suisse, mais beaucoup plus limité. Et en fait, le pouvoir fédéral de dépenser, c'est presque un outil de collaboration. Il permet au gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces, d'influencer leur politique. Donc ça aussi, en principe, ça peut encourager la collaboration. En Suisse, il y a un autre instrument, c'est celui des consultations fédérales à laquelle les cantons ont un accès privilégié. Donc, les cantons sont consultés pour chaque projet de loi au niveau fédéral. Donc, ça aussi, ça encourage fortement la collaboration entre les deux niveaux de gouvernement. En plus, il y a dans les deux pays certains principes constitutionnels, certains articles qui encouragent aussi ou demandent la collaboration. Il y a des accords qui ont été signés entre le gouvernement fédéral, les provinces et les cantons pour aussi encourager la collaboration. Ensuite, il y a dans quelques domaines des pouvoirs partagés, donc des domaines où les deux niveaux de gouvernement peuvent agir. Là aussi, il y a des incitations à la collaboration. Et finalement, il y a des avantages politiques, des situations où les deux niveaux de gouvernement pensent que c'est mieux de collaborer. Voilà, donc ça, c'est d'une manière très simplifiée, quelques idées pourquoi il y a la collaboration dans les deux pays. Il y a beaucoup de collaboration qui se passe entre le service civil. Donc, par exemple, vous, j'imagine que parfois, vous appelez vos collègues provinciaux pour leur poser une question. Par exemple, vous envoyez peut-être un WhatsApp, un email ou autre message. Par contre, le mécanisme le plus important, j'ose dire, parce que c'est le plus visible, est ceux des conseils intergouvernementaux. Et ça, déjà, ça me permet de vous montrer quelques différences entre le Canada et la Suisse. Un conseil intergouvernemental, c'est un conseil qui regroupe des ministres, des premiers ministres ou des gouvernements entiers des deux niveaux de gouvernement ou des entités fédérées. Et là, vous pouvez voir à gauche, c'est une conférence de presse après une séance de la réunion des premiers ministres, donc le conseil le plus politique au Canada. Là, vous voyez, c'est le premier ministre fédéral qui a rencontré ses homologues des provinces. À droite, vous voyez une séance de la conférence des gouvernements cantonaux qui est différente. La conférence des gouvernements cantonaux, tout d'abord, c'est une conférence des gouvernements en entier. Et en fait, chaque gouvernement cantonal décide qui va le représenter aux séances. Ensuite, c'est la conférence des gouvernements cantonaux. Le gouvernement fédéral n'est pas membre de cette conférence. Donc, ça, c'est déjà très différent du Canada où il y a un conseil auquel participe le gouvernement fédéral. Bien sûr, en Suisse, il peut être invité parfois, mais il n'a pas le droit de voter. Donc, ces deux structures qui sont déjà différentes sont, comme j'ai dit, des conseils les plus politiques, on peut dire. En plus de ces deux conseils, il y a aussi des conseils qui discutent des affaires beaucoup plus spécifiques selon les domaines politiques. Les deux exemples que j'ai ajoutés ici sont le Conseil des ministres de l'Éducation au Canada et son équivalent en Suisse, qui est la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Vous voyez sur ce slide les structures de l'ensemble des conseils intergouvernementaux dans les deux pays. Non, on pourrait dire, et j'imagine que là j'ai compliqué un peu la chose en créant ce graphique parce que d'une première vue, ça a l'air assez similaire. Mais en fait, je vais vous expliquer qu'il y a des différences assez importantes entre les deux pays. Donc, pour le Canada, et je ne vais pas être arrogante de vous expliquer votre système, mais quand même, dans les structures, je pense que c'est important que je le répète un peu pour après pouvoir comparer avec la Suisse. Donc, vous voyez, au Canada, il y a deux structures parallèles. Il y a des structures, donc des conférences, des conseils, des forums, peu importe comment on les appelle, qui sont des réunions, soit des premiers ministres, soit des ministres des provinces et territoires. Vous connaissez probablement le Conseil de la Fédération, qui réunit les premiers ministres des provinces. Puis au niveau vertical, donc les conférences auxquelles participe le gouvernement fédéral, il y a une structure similaire, c'est les réunions des premiers ministres dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qui est intéressant, et là, le Canada est un cas unique, c'est qu'il y a plusieurs conseils, par exemple en matière des finances et de santé, où il y a des réunions entre les provinces et territoires, et après, des réunions avec le gouvernement fédéral. Voilà, à ma connaissance, ça n'existe qu'au Canada. Ensuite, il y a des conseils qui sont uniquement verticaux, donc auxquels participent le gouvernement fédéral et les provinces, les territoires, comme celui en matière d'environnement. Et ensuite, il y a des conseils horizontaux auxquels ne participent que les provinces et territoires, et le gouvernement fédéral ne participe pas, par exemple, en éducation. En plus, il y a des conférences régionales dans quelques régions. Mais non, passons à la Suisse. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement fédéral ne participe à aucun des conseils et conférences qui existent. Mais il y a quand même deux structures parallèles. Et il s'agit tout d'abord d'une structure nationale et en fait d'une structure régionale. Donc, au niveau national, il y a la conférence des gouvernements cantonaux à laquelle participent tous les cantons et qui travaille beaucoup avec, il y a des relations assez étroites avec des conférences dans des domaines politiques spécifiques. Donc, par exemple, en éducation, les ministres des Finances ont aussi un conseil national. Et en parallèle de ça, il y a dans les 4 grandes régions de la Suisse aussi des conférences, des équivalents de la conférence des gouvernements cantonaux nationaux et des conseils qui existent dans des domaines politiques spécifiques. Par exemple, en Suisse occidentale, il y a la conférence des gouvernements de Suisse occidentale, donc ceux qui parlent français, et un conseil de l'éducation francophone. Donc, j'ai dit que le gouvernement fédéral ne participe pas, n'est pas un membre de ces conseils, mais les conseils travaillent quand même très souvent avec le gouvernement fédéral. Ils envoient des lettres au Conseil fédéral, au Parlement fédéral, ils participent à des groupes de travail avec le Conseil fédéral, ils sont écoutés par le Parlement fédéral. Donc, même s'il n'y a pas de structure verticale, il y a quand même une forte collaboration verticale. Maintenant, une dernière grande différence entre la Suisse et le Canada par rapport à l'organisation du système des conseils ou conférences est qu'en Suisse, il y a la Maison des cantons où se trouvent la plupart des conseils, des conférences nationales, qui est devenu un lieu de travail, de réunion pour les représentants cantonaux qui peuvent facilement aussi se rencontrer. Au Canada, tout ce que j'ai trouvé, c'est le secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes, mais qui prête des services pour aider les conférences à organiser des séances, mais qui ne joue aucun rôle politique de coordination. Maintenant, je vous ai parlé des aspects plutôt techniques et descriptifs du système des deux pays. Et j'aimerais maintenant vous parler de deux enjeux importants quand il s'agit d'organiser de la collaboration intergouvernementale. Le premier enjeu est celui du niveau de formalisation. Une question importante, c'est est-ce qu'il faut une formalisation importante pour faciliter la collaboration intergouvernementale? La formalisation renforce la fiabilité et la continuité
de la collaboration intergouvernementale, elle réduit la dépendance de la volonté politique, donc elle réduit l'impact que peut avoir un changement de gouvernement. Mais par contre, elle crée quand même une certaine rigidité. Non, on peut voir les différences entre le Canada et la Suisse. En Suisse, presque toutes les conférences ont un règlement d'organisation d'ordre intérieur qui définit le nombre de réunions par année, qui souvent fixe, en fait, souvent les réunions sont fixées plusieurs années à l'avance, qui définit des règles voilà, de l'élection du président, de la prise de décision et tout. Donc, c'est assez bien formalisé. Au Canada, par contre, il y a beaucoup plus de réunions qui ont lieu ad hoc, par exemple quand le gouvernement fédéral organise une réunion. Deuxième enjeu, c'est la question du rôle pour le gouvernement fédéral. Et là aussi, on peut voir une différence assez importante. Je trouve que ces deux images le montrent très bien. Vous voyez à droite, c'est à la sortie d'une réunion entre les premiers ministres et j'ai choisi cette image parce que vous voyez que le premier ministre Trudeau marche devant ses collègues provinciaux et c'est parce qu'il s'agit d'une réunion qui est fortement dominée par le gouvernement fédéral qui organise les réunions ou ne les organise pas s'il n'a pas envie de rencontrer les premiers ministres des provinces. Non, en Suisse, je vous ai dit, le gouvernement fédéral ne participe pas aux réunions des conseils, mais par contre, il collabore pas mal avec ces conseils. Et là, vous voyez une image, c'était, comme vous pouvez voir, pendant la pandémie, où le gouvernement fédéral a pris beaucoup de décisions, mais a consulté de manière assez régulière c'est le monsieur à gauche, le président de la conférence des ministres de la Santé et qui a ensuite organisé une conférence de presse où ils étaient l'un à côté de l'autre et ont informé les médias des décisions à prendre qui ont été prises. Et en comparaison, la Suisse et le Canada, et aussi comparant les conseils à l'intérieur du Canada, on pourrait voir les conseils horizontaux, donc ceux auxquels le gouvernement fédéral ne participe pas, comme potentiellement un contre-pouvoir au gouvernement fédéral, parce qu'ils permettent aux provinces et aux cantons de se réunir et de former un contre-pouvoir. Pour vous montrer un peu les conséquences de ces différences entre le rôle du gouvernement fédéral dans les conseils, je vous ai montré ici une citation du Premier ministre du Québec qui a trouvé très insultant que le Premier ministre du Canada refuse de rencontrer ses vis-à-vis des provinces et territoires, j'imagine. Après, ce n'est pas étonnant que c'est le Premier ministre du Québec, mais je trouve que ça montre quand même la dépendance de la collaboration intergouvernementale, de la volonté du gouvernement fédéral de collaborer. En Suisse, par contre, c'est après des réunions, on entend souvent, on voit souvent ce genre de résultats. Là, il s'agit d'une loi fédérale qui est voilà, un projet et les cantons ont pris position, se sont prononcés sur cette loi et ont été chercher à influencer cette loi. Mais non, pour résumer, je vais finir sur ça. Je vous propose un résumé, bien sûr, qui simplifie, qui essaye de montrer des différences les plus visibles entre les deux pays, mais qui, bien sûr, cachent beaucoup de complexité et de nuances qui existent. Mais de manière générale, on peut dire qu'en Suisse, il y a une collaboration intergouvernementale plus dense, régulière et fiable. Tandis qu'au Canada, la collaboration est beaucoup plus ad hoc. Bien sûr, ça varie selon les domaines politiques, dans le temps, mais dans l'ensemble, on peut voir ces différences. En Suisse, la collaboration intergouvernementale est très souvent un outil de consultation et aide à créer des compromis entre le gouvernement fédéral et les cantons ou les cantons eux-mêmes. Par contre, au Canada, on trouve beaucoup plus une dominance du gouvernement fédéral qui entraîne pas mal de conflits. Bien sûr, il y a des conflits qui existent aussi en Suisse, mais on
on focalise beaucoup plus sur la recherche du compromis. Ceci dit, je suis toujours très hésitante à formuler des leçons et à promouvoir un système comme le meilleur, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il s'agit de systèmes assez différents, de géographies bien différentes. Le Canada est beaucoup plus grand que la Suisse. En Suisse, il arrive facilement de traverser plusieurs frontières cantonales en un jour. Sean, quand il va au travail, je crois qu'il traverse au moins 3 cantons. Donc, forcément, il y a besoin de beaucoup plus de collaboration intergouvernementale. Il y a des besoins différents et c'est également très important, des cultures politiques assez différentes. En Suisse, le compromis est très important, le consensus est très important. C'est peut-être un peu moins le cas au Canada. Sur ça, je finis mon intervention et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Schnabel. C'est intéressant de se rappeler que la géographie, hein, l'échelle est importante dans le fédéralisme. Et il est vrai que lorsqu'on doit traverser plusieurs entités constituantes, ça montre bien là, la nécessité plus importante d'une collaboration plus étroite. Hein. C'est très intéressant. Donc, je veux rappeler à tous ceux et celles qui nous écoutent que vous pouvez nous transmettre vos questions. Je vais commencer avec une question pour chacune de nos experts et expertes. Professeur Muller, peut-être que je commencerai avec vous. Donc, le fédéralisme au Canada, lorsqu'on y réfléchit ou même sans y réfléchir, on pense autonomie. Mais évidemment, le fédéralisme, c'est aussi gouverner ensemble. Hein? C'est un mélange d'autonomie et de gouvernance partagée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont cette gouvernance partagée-là se manifeste en Suisse par rapport à ce que vous connaissez du Canada? Évidemment, on oublie souvent que le fédéralisme a deux piliers, deux principes. D'un côté, l'autonomie et d'autre côté, le venir ensemble, le partage, le fait du partager la gouvernance. Et en fait, historiquement, le fait de partager la gouvernance, c'était même antérieur à l'autonomie. Parce qu'à l'origine du fédéralisme, il y a cette volonté de faire quelque chose ensemble, de venir ensemble et de créer quelque chose de mieux, de plus haut en collaborant. Donc, très concrètement, en Suisse, le gouvernement fédéral, même s'il voulait, il ne saurait pas s'imposer au canton. Il faut donc il faut une base constitutionnelle pour n'importe quelle action étatique. Pour changer la constitution, il faut une double majorité. Pour n'importe quel acte, pour n'importe quelle loi fédérale, les cantons sont consultés, les partis politiques sont consultés aussi, les groupes d'intérêt sont consultés aussi. Il faut créer une majorité. Et ce souci de créer une majorité, ironiquement, pousse à l'inclusion d'un plus grand nombre d'acteurs politiques que dans des systèmes majoritaires. Donc, le système majoritaire encourage la création de majorités lors des élections, mais c'est plutôt le système électoral qui fabrique ces majorités des sièges de manière plus ou moins artificielle, parce que vous pouvez devenir tout à fait majoritaire en termes de sièges sans forcément avoir une majorité des votes. C'est le système électoral qui vous récompense. En Suisse, c'est exactement le contraire. Même en ayant une majorité de sièges, vous n'êtes pas encore majoritaire, parce qu'il y a toujours le peuple, à travers la démocratie directe, qui peut rompre la volonté de la majorité et créer une nouvelle majorité. Donc, le gouvernement fédéral a tout intérêt à avoir des alliés là où il peut le trouver, notamment dans des cantons, ce qui ne veut pas dire que les cantons étaient depuis toujours inclus. Donc, les cantons aussi ont dû lutter pour être pris au sérieux. Cette provision que les cantons peuvent attaquer n'importe quel acte fédéral a été mis dans la Constitution en 1874, mais n'a pas été utilisée jusqu'à 2003. Donc, c'était une provision dormante qui n'a jamais été utilisée. Et les cantons ont dû utiliser cette provision pour rappeler le gouvernement fédéral
qu'eux aussi sont des acteurs de veto, qu'il y avait besoin aussi de les inclure, de les consulter. Donc, c'est assez politisé, mais c'est politisé dans un sens où il y a très peu de recours ou de plaintes, parce que le tribunal fédéral en Suisse n'a pas la possibilité d'invalider des lois, même des lois qui contredisent la Constitution. La logique populaire est plus importante que la logique juridique. Mais ça ouvre une porte aux négociations, ça ouvre une porte à la nécessité d'avoir des coalitions transversales, et en termes des partis politiques, et en termes des échelons politiques fédérales, cantonales et locales. Donc, les cantons suisses sont comme des lobbies, parce qu'ils ne sont pas formellement inclus dans le processus fédéral, mais parce qu'ils sont tellement importants, ils sont un acteur clé de la prise des décisions au niveau fédéral. Mais c'est plutôt informel, c'est plutôt l'amitié, c'est plutôt la nécessité politique qui est à l'origine de cette nécessité de créer des coalitions le plus large possible. Merci beaucoup, professeur Muller. Professeur Schnabel, à vous, je vous poserai une question axée sur ou considérant la diversité linguistique, donc ce qui nous amène à comparer la Suisse et le Canada, en plus évidemment de leur caractère fédéral, c'est leur nature multilingue. Un multilinguisme, en tout cas dans le cas du Canada, un bilinguisme qui est officiel, et en Suisse, un multilinguisme qui est officiel. Pouvez-vous un peu nous parler de l'impact de cette caractéristique sociologique, là, qui est le multilinguisme et qui se retrouve aussi dans les constitutions des deux pays et dans les lois des deux pays? Pouvez-vous nous parler de cet impact du multilinguisme sur les relations intergouvernementales? Est-ce que ces impacts-là sont comparables, selon vous, en Suisse et au Canada? Oui, merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, j'aimerais bien rappeler que le fait qu'on parle plusieurs langues dans ces deux pays est une des raisons d'être du fédéralisme au Canada et en Suisse. Donc, j'habite en Allemagne, et en Allemagne, on parle une seule langue. Et justement, on peut parfois se poser la question, est-ce qu'il faut que l'Allemagne soit vraiment fédérale? La réponse est oui, parce que c'est son histoire et parce que c'est très lié au passé de l'Allemagne, mais bien sûr, au Canada et en Suisse, c'est beaucoup plus important parce que l'autonomie culturelle, l'autonomie linguistique est assez importante, et il est très difficile d'imaginer ces deux pays sans un système fédéral. Après, il faut quand même reconnaître que ça représente un défi de communication plus important. En Allemagne, le reste de l'Allemagne a parfois de la difficulté de comprendre les amis bavarois, mais ce n'est pas à cause de la langue, mais à cause d'autres choses. En Suisse et au Canada, parfois, voilà, la langue peut poser un défi, elle peut coûter, mais voilà, ça fait partie de la culture, ça fait partie des deux pays. Donc, voilà, le fédéralisme et le système qui en tient compte. Il y a plusieurs manières dont le fait qu'on parle plusieurs langues influence la collaboration intergouvernementale. Au Canada, un aspect assez visible est l'existence d'une conférence conférence des ministres de la francophonie, donc une conférence qui est dédié aux Français, voilà, à la promotion des besoins, des intérêts des francophones canadiens. Mais je pense que la manière dont c'est encore plus visible, c'est le rôle du Québec dans la collaboration intergouvernementale. Le fait que le Québec a beaucoup poussé à la création de structures horizontales, donc à une collaboration plus importante entre les provinces, justement pour représenter un contre-pouvoir au gouvernement fédéral. Donc, la collaboration, les relations intergouvernementales au Canada, on peut, à mon avis, ne pas les comprendre sans considérer le rôle du Québec, sa volonté de maintenir son identité culturelle et linguistique.
Par contre, en Suisse, ça a aussi un impact et ça a notamment un impact dans la mesure où il y a une collaboration beaucoup plus importante selon la région linguistique. En Suisse occidentale, comme je vous ai présenté tout à l'heure, les cantons travaillent ensemble et bien sûr, c'est plus facile parce qu'ils parlent la même langue. Déjà, en éducation, il est plus difficile d'imaginer une collaboration nationale qui existe bien sûr, mais qui crée les bases de la culture, de la politique de l'éducation. Et après, la collaboration plus spécifique, elle se passe à l'intérieur des régions linguistiques. Donc, il y a un plan d'études commun en Suisse occidentale, en français, et un plan d'études commun en Suisse germanophone, en allemand, bien sûr. Après, le Tessin, où on parle italien, il a son propre plan d'études, mais il travaille quand même avec la Suisse occidentale voilà, quand c'est possible, tenu compte du fait que voilà, l'italien n'est pas le français. Donc, il y a bien sûr des limites. Ce qui est important à savoir, je pense, pour la Suisse, c'est que même s'il y a voilà, des régions linguistiques qui travaillent ensemble, il y a la collaboration intercantonale assez importante, ça n'empêche pas qu'il y a une collaboration au niveau national. Donc, ça, c'est la leçon clé à retenir, c'est qu'il y a quand même une très forte collaboration intercantonale qui voilà, n'est pas empêché par le fait qu'on parle les langues différentes. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, continuer à nous envoyer vos questions. On y arrive très bientôt. Peut-être avant d'aller aux questions de nos participants et participantes, j'en aurai une petite dernière. Pour nos deux invités, quelle meilleure pratique la Suisse a-t-elle, selon vous, qui pourrait inspirer d'autres fédérations telles la Fédération canadienne, étant entendu qu'il y a un contexte géographique, culturel, historique particulier en Suisse, mais est-ce qu'il y a quelque chose, soit de très concret, soit de plus idéationnel, qu'une fédération comme le Canada pourrait emprunter à la Suisse? Professeur, peut-être Schnabel, nous allons commencer avec vous cette fois-ci. Très volontiers. Et là, j'en bénéficie peut-être du fait que je ne suis pas suisse et que j'étudie la Suisse depuis l'extérieur après avoir vécu en Suisse pendant un certain temps. Et là, il y a deux aspects qui m'ont toujours frappé en Suisse, c'est que d'un côté, et Sean en a parlé en parlant des différents mécanismes qui existent en Suisse, qu'il y a un certain pragmatisme. On trouve des solutions à des problèmes concrets sans se perdre dans des débats idéologiques qui n'aboutissent pas. Bien sûr, l'idéologie est importante, mais il y a un certain pragmatisme qu'on retrouve en Suisse et aussi un sens d'anticipation. Donc, on essaye de prévoir plutôt que de réagir à ce qui s'est passé au passé. Ça, je pense, c'est deux aspects assez importants du fonctionnement généralement du système suisse, mais aussi du fédéralisme en Suisse. Et un autre aspect, et là peut-être Sean va me contredire, mais c'est en comparaison la Suisse à d'autres fédérations, j'ai l'impression que les cantons en Suisse acceptent quand même beaucoup plus leurs responsabilités. J'ai parlé il y a quelques années à de personnes qui travaillent au ministre des Finances en canton de Vaud, en leur posant la question, qu'est-ce que vous allez faire si la Confédération coupe l'argent qu'elle transfère au canton? Et leur réponse était, on est responsable, nous, envers notre population par rapport à nos finances, donc c'est notre problème à résoudre et on va faire en sorte à ce que, voilà, on le résout. Bien sûr, peut-être ils étaient un peu trop gentils par rapport à ça, mais je pense qu'on peut quand même voir en comparaison avec d'autres pays fédéraux que les cantons sont prêts à accepter leurs responsabilités. Ils ne vont pas tout de suite aller à Berne pour demander plus d'argent. Et peut-être un dernier élément qui est aussi assez important, c'est le principe de subsidiarité qui est aussi représenté en Suisse, que l'Union européenne a ensuite essayé de copier, mais donc quand même l'idée qu'on essaye de résoudre les problèmes à un échelon le plus bas possible. Là. Merci. Merci beaucoup. Professeur Muller, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, à mon avis, un des éléments clés qui font que le fédéralisme suisse ou bien la politique suisse marche si bien actuellement, en tout cas, c'est qu'il y a une certaine congruence entre le partage de pouvoir de manière fédérale, c'est-à-dire verticale, entre le gouvernement fédéral, les cantons et les communes. Les communes ont aussi leurs propres impôts, ils ont leur propre domaine où ils sont autonomes. Ça varie un peu de l'Est à l'Ouest de la Suisse, mais en fait, il y a 3 niveaux qui sont assez compétents. Mais le partage du pouvoir est pratiqué aussi de manière horizontale entre les partis politiques. Donc, au niveau fédéral, sur les 7 ministres, il y a 4 partis politiques de la gauche jusqu'à la droite, en passant par le centre. Donc, il y a une coalition, sans vraiment être une coalition, mais il y a partage de pouvoir entre les partis politiques. Et ça se trouve aussi dans tous les 26 gouvernements cantonaux. Il n'y a aucun ou très peu, il y a une seule depuis dimanche passé, un seul gouvernement cantonal qui est dominé par un seul parti politique. Sinon, vous trouvez partout des coalitions de 3-4 partis politiques. Et la même chose vaut pour les communes. Donc, presque partout, vous avez des coalitions entre les différentes partis. Donc, partager le pouvoir entre les partis politiques et entre le gouvernement et le peuple, et partager le pouvoir entre le niveau fédéral, les cantons et les communes, ça répond à la même logique. Personne n'a tout le pouvoir, ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal, ni dans les communes. Donc, déjà, ils partagent le pouvoir, donc d'autant plus facilement le partager avec d'autres échelons politiques. Donc, il n'y a pas vraiment une contradiction comme on peut le trouver dans certains, sans nommer des noms, dans certaines fédérations parlementaires, où d'un côté, vous avez la souveraineté parlementaire qui est suprême, et le besoin de partager le pouvoir entre le niveau national et le niveau régional, où les deux logiques se contredisent d'une certaine manière. En Suisse, au moins sur ces deux dimensions de partage de pouvoir, on est assez concurrente. Et peut-être le résultat de tout ça, c'est une plus grande confiance entre les différents acteurs. Donc, on a aussi la polarisation, il y a aussi un certain couche de la société qui se sont délaissés du politique, qui protestent contre toute forme de politique établie, mais la grande majorité des citoyens et des citoyennes et aussi des habitantes, des habitants ont une très grande confiance envers le système politique parce qu'ils se sentent inclus, parce qu'ils voient que c'est très facile de faire des pétitions ou lancer des initiatives et le gouvernement ou les différents gouvernements sont assez vite en répondant. Et on peut, en tant que gouvernement, c'est assez difficile de demander la confiance aux citoyens si nous, en tant que gouvernement, ne donnons pas aussi une certaine confiance aux citoyens, aux citoyennes à travers la démocratie directe. Donc, il y a une certaine congruence aussi dans le partage de pouvoir entre les autorités et le peuple. Merci beaucoup, professeur Muller. Alors, on va maintenant y aller avec les questions de nos participants et participantes. Et professeur Muller, je vais peut-être commencer avec vous sur une question à laquelle vous avez, je pense, touché de manière indirecte. Donc, pour nous, Canadiens, lorsqu'on pense à la Suisse, bon, il y a certaines références qui sont obligées, hein. J'imagine, on commence avec le chocolat, les Alpes, mais on pense aussi, hein, c'est un pays riche. Le niveau de vie est très élevé. Et donc, est-ce que la Suisse a toutes ces belles choses politiques-là, la démocratie directe, un système fédéral très collaboratif, parce qu'elle est riche? Est-ce que c'est le bon fonctionnement de ces institutions qui ont contribué à sa richesse? Comment vous situez le niveau de vie suisse en relation avec tout ce dont vous avez discuté? Donc, évidemment, ce n'est pas la seule explication parce qu'il y a d'autres pays qui sont très riches ou encore plus riches que la Suisse qui ont beaucoup moins de démocratie directe, voire qui ne sont même pas des démocraties, ni même des fédérations. Mais pour la Suisse, un pays sans de ressources naturelles, un petit pays coincé entre les grands empires, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche à l'est,
Donc, sans vraiment avoir une identification commune au niveau de la langue ni de la religion, il y a en fait que les institutions politiques qui servent comme point de référence. Donc, les institutions politiques, le fédéralisme, la démocratie directe, servent à unir un peuple assez divers, mais c'est évidemment pas la seule explication qui aide à comprendre le bien-être. Il y a le secret bancaire qui a été pratiqué pendant très, très longtemps. Il y a eu la chance d'être épargné des 2 guerres mondiales pendant que le reste de l'Europe a été écrasé par des batailles, ce qui a permis à la Suisse un avantage en démarrant après la Deuxième Guerre mondiale parce que l'infrastructure est restée intacte. Il y a beaucoup d'immigration de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, des pays ex-Yougoslavie, qui, quand l'économie n'allait plus si bien, on a simplement exporté le chômage en les renvoyant à la maison, soi-disant. Donc, il y a d'autres facteurs qui expliquent peut-être la richesse. Et malheureusement, il n'y a pas un autre pays qui est aussi fédéral et aussi direct démocratique que la Suisse pour vraiment faire une comparaison. On peut aller à un échelon plus bas, comparer les cantons. Les cantons les plus riches n'ont pas forcément plus de démocratie directe que les cantons plus pauvres. Donc, malheureusement, en étant un étudiant du fédéralisme, j'aimerais bien pouvoir dire oui, c'est à cause du fédéralisme qu'on est riche, mais malheureusement, c'est plutôt pas comme ça que les choses se passent. Merci. Professeur Schnabel, qu'en pensez-vous? Par rapport à ça, je pense que je dois faire confiance à ce que Sean dit parce qu'il en est vraiment l'expert de ça. Mais je peux juste ajouter que le chocolat suisse est effectivement très bon. Vous avez raison là-dessus. Ma prochaine question va s'adresser à vous, professeur Schnabel, donc, et je vais la lire textuellement. Donc, la nature étroite, régulière et consultative du système de gouvernement fédéral suisse est remarquable. Avez-vous des conseils pour favoriser cette collaboration entre les différents paliers de gouvernement? Hein? Donc, pour des fonctionnaires fédéraux canadiens qui désireraient une plus grande collaboration intergouvernementale, ben, qu'est-ce que vous pouvez dire? Là, effectivement, il y a quelques conseils à donner, mais bien sûr, il faut tenir compte du fait que la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement repose souvent quand même sur la volonté politique. Et bien sûr, le fait que ça fonctionne plus ou moins bien en Suisse n'est pas dû au fait qu'on distribue du chocolat aux réunions, que tout le monde est content, mais ils ont quand même mis en place certaines structures qu'on retrouve aussi dans d'autres pays et qui montrent que ça encourage la collaboration et facilite l'échange entre les deux niveaux de gouvernement. Je pense qu'un principe, c'est d'avoir quand même un certain un certain degré de formalisation, d'assurer à ce qu'il y ait des réunions régulières, qu'on ne se réunit pas de temps en temps quand on en a envie, mais qu'on s'engage à se réunir, disons, au moins une fois par année, peut-être même plusieurs fois, et que les réunions soient fixées à l'avance et qu'elles ont lieu. Même s'il y a un changement de gouvernement, on va quand même se réunir. Je pense que c'est très important. Et là, on peut créer cet engagement en adoptant un règlement d'ordre intérieur qui formalise ces règles. Après, créer des structures où il y a qui sont soutenus par des groupes de travail, par exemple au niveau des fonctionnaires. Ça aussi, ça encourage la collaboration et ça crée surtout une certaine continuité. Je pense que c'est ça ce qui est important, c'est qu'on met en place des structures qui font qu'on collabore de manière régulière et qu'on collabore de manière le plus souvent possible. Pas le plus souvent possible parce que ça peut aussi créer une rigidité et une charge de travail très, très important. Après, il y a aussi un autre outil qui existe en plusieurs pays en Europe, en tout cas, même dans les pays unitaires. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut mettre en place des principes de collaboration dans les statuts
Et par exemple, en Allemagne, le règlement d'ordre intérieur du gouvernement fédéral a un article qui dit que le gouvernement fédéral doit consulter de manière régulière les Länder par rapport à son agenda. Donc, c'est écrit, c'est noir et blanc, c'est pas une loi, mais c'est quand même, voilà, ça crée un engagement important et le gouvernement fédéral le fait, il rencontre les ministres-présidents 2 fois par année pour discuter des enjeux importants à ce moment-là. Donc, une autre possibilité, c'est de s'assurer, et là, le Canada, je trouve, il le fait déjà assez bien, de créer des conseils complémentaires, pas juste que tout repose sur la réunion des premiers ministres, mais qu'il y a des conseils dans des domaines spécifiques différents qui peuvent aussi préparer des propositions après les premiers ministres vont discuter ou que parfois il n'y a même pas besoin que les premiers ministres participent. Donc là, de créer une certaine redondance dans le système, dans le système intergouvernemental, ça peut encourager la collaboration, mais bien sûr, voilà, la volonté politique est aussi importante. Merci. La prochaine question est pour le professeur Muller. Donc, vous avez montré de manière assez saisissante que la Suisse est centralisée et expliqué que l'expérience du fédéralisme en Suisse en est une qui, dans l'époque contemporaine du moins, en est une de centralisation. Auriez-vous des exemples, peut-être des exemples de politiques publiques concrets où la Suisse s'est centralisée et aussi comment vous l'expliquez, cette centralisation-là? Puisque la diversité suisse qui a donné naissance au fédéralisme, eh bien, elle existe toujours. Alors, s'il n'y a pas eu de changement sociologique, pourquoi y a-t-il eu des changements au niveau du degré de centralisation en Suisse? Donc, comme le graphique le montrait, il n'y a pas vraiment eu le moment où la Suisse s'est centralisée. C'est plutôt un mouvement très, très lent, mais clairement stable dans le sens qu'il y a des changements qui amènent à des changements qui amènent à des changements. Donc, peut-être quelques exemples concrets. Donc, il s'agit plutôt de beaucoup de mini-centralisation dans des domaines publics qui, quand on les ajoute, on a ce panorama qu'on l'a vu. Donc, le droit procédural pénal. Jusqu'à ce qu'il y a 2-3 ans, chaque canton décidait de son droit pénal procédural. Je ne suis pas juriste, donc aucune idée de ce que ça implique, mais pour le juriste qu'on a consulté, c'est un changement énorme qui les concerne beaucoup. Là, il y a un seul code de procédure pénale pour toute la Suisse. Apparemment, ça veut dire qu'avant, à Genève, ils portaient des robes et des perruques, qu'à Berne, ils ne portaient pas. Protection des non-fumeurs. Donc, on a passé une loi il y a 10 ans qui interdisait de fumer dans des endroits publics, y inclut les restaurants, sauf si le canton avait une procédure pour permettre ce qu'on appelait les fumoirs, donc des restaurants où on avait encore le droit du fumer à l'intérieur, mais ça ne pouvait pas dépasser un certain nombre de mètres carrés. Donc, une nouvelle loi qui a nationalisé la protection et des non-fumeurs. Il y avait certaines lois dans certains cantons allaient encore plus loin que la loi fédérale, mais il n'y avait rien au niveau national. Congé de maternité, la Suisse a été très tard avec l'introduction du congé de maternité, seulement en 2004. Le congé de maternité de 14 ans, 14 semaines a été introduite. Le suffrage féminin, d'ailleurs, ça a été aussi très, très tard. Son introduction seulement en 1971. Donc, il y a plein, en fait, chaque domaine politique public a ces moments de mini-centralisation. Depuis 2 ans, il y a des centres, mais souvent dans le domaine de législation et assez rarement dans le domaine de l'application. Peut-être un exemple pour la centralisation dans la mise en œuvre, c'est depuis 3 ans, il y a des centres fédéraux de l'asile. Donc, avant, le requérant d'asile demandait l'asile, ils étaient directement envoyés dans les cantons et les cantons devaient les loger, devaient les nourrir. Là, depuis 3 ans, il y a des centres fédéraux
pour accueillir les requérants d'asile. Sinon, les changements sont plutôt dans le domaine de la législation. Et ce panorama répond aussi peut-être à la deuxième question. Donc, comment expliquer? Donc, c'est souvent ou presque toujours des demandes de la société civile, soit des partis politiques, soit des groupes d'intérêt, soit même des entreprises qui veulent faciliter, là, les juristes ou des entreprises qui en ont marre d'avoir des différentes législations en place dans les différents cantons, parce qu'on parle d'un pays avec 9 millions d'habitants. 26 régimes différents, c'est beaucoup trop pour une société qui est très mobile, qui est très intégrée du point de vue socio-économique. Donc, c'est souvent la nécessité ou la volonté de vouloir simplifier, et c'est aussi une certaine modernisation qui fait que les frontières cantonaux comptent moins, ou en tout cas, il y a moins de compréhension pourquoi il devrait y avoir 26 ou 10 régimes politiques différents dans une petite société comme la Suisse. Merci beaucoup, professeur Schnabel. Auriez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? J'aurais un autre exemple qui, je pense, peut être très... Vous m'entendez? Allez-y. Ah, ok, très bien. Un exemple qui pourrait notamment intéresser les gens au Canada, et c'est un exemple en matière d'éducation. Au début du 21e siècle, il y a eu un mouvement en Suisse de harmoniser la politique de l'éducation, les structures scolaires, et on a essayé d'encourager les cantons à mettre voilà, augmenter le degré de harmonisation. Ça a pris un peu de temps, et finalement, ce qu'on a fait, c'est que la Constitution a été changée. Il y a un article sur l'éducation qui a été ajouté à la Constitution fédérale qui fortement encourage les cantons à harmoniser les structures scolaires et les plans d'études, et à autoriser le gouvernement fédéral à intervenir si les cantons ne le font pas. Ça, j'imagine que c'est très difficile à imaginer au Canada. Ça n'a pas encore été activé en Suisse. C'est aussi difficile à imaginer. J'imagine que ça peut arriver en Suisse, mais comme le gouvernement fédéral a fait référence à cet article en mettant pression sur quelques cantons de ne pas abandonner l'enseignement du français à l'école primaire. Donc ça, c'est une situation de centralisation, certaine centralisation dans un domaine que dans la plupart des pays fédéraux est en fait réservé aux entités fédérées. Merci. Je vais rebondir un peu là-dessus pour vous poser, en commençant avec vous, peut-être, professeur Schnabel, une autre question de nos participants et participantes au sujet de la manière de réfléchir au pouvoir et aux responsabilités des gouvernements fédéraux et cantonaux, provinciaux. On a entendu qu'en Suisse, il y avait un certain désir de rationalisation, peut-être pourrions-nous dire, qui émane de la société civile, qui en partie est le fruit de la petitesse du territoire suisse. Mais de manière plus globale, comment une fédération devrait-elle réfléchir à l'octroi des responsabilités relatives entre les différents niveaux de gouvernement? Est-ce que la Suisse ici peut servir d'inspiration d'une manière ou d'une autre? Je pense que là, si on trouve la réponse à cette question ce soir, on va recevoir le prix Nobel du fédéralisme. La réponse que vous donneriez les économistes serait que dès qu'il y a des économies d'échelle, il faut que le gouvernement fédéral s'en charge. Et dès qu'il faut des solutions adaptées aux besoins locaux, régionaux, il faut que ce soit les provinces ou les cantons. Je pense que la réalité est beaucoup plus difficile, et en tant que politologue, il faut ajouter que finalement, c'est des négociations politiques qui dépendent bien sûr des jeux de pouvoir, mais
qui doivent aussi tenir compte des besoins et des préférences de chaque société. Donc, je pense que la réponse à la question sera très différente dans des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche qui sont très, très homogènes et des pays comme le Canada ou la Suisse qui sont beaucoup plus divers au niveau de leur territoire. Par Merci. contre, Oui. il y a, juste pour ajouter, il y a, je pense, une tension, quelque chose à réfléchir dessus qui est très important, c'est qu'il y a une sorte de, enfin, comment dire, faut lier le fait que d'un côté, on veut maintenir la diversité et permettre aux entités fédérées de trouver des solutions qui sont adaptées à leurs besoins, à leurs préférences. Et en même temps, on veut, d'un point de vue national, fédéral, une certaine égalité et de bien équilibrer ces deux tensions. Ça, c'est le grand défi du fédéralisme. Merci. Professeur Müller, avez-vous des réflexions là-dessus? Oui, paradoxalement, le fait que le système politique suisse est tellement ouvert, n'importe qui peut proposer des changements constitutionnels, n'importe qui peut contester une loi fédérale, et la même chose se passe dans les 26 cantons, et la même chose se passe dans les 2000 communes. Donc, le fait d'avoir cette extrême ouverture, en même temps, ferme le système et amène une certaine rigidité, parce qu'on est tellement habitué à devoir faire du compromis qu'on n'avance pas. C'est difficile d'avancer si vous devez faire des compromis avec tout le monde qui a même un petit pouvoir. Mais en même temps, on passe tellement de temps de revoir des petites questions, des mini-questions, donc la loi sur la protection des non-fumeurs ou le code procédural pénal. Pour chacune de ces questions, on a eu une votation populaire sur l'ensemble du territoire suisse. Il y a eu des débats pendant 3 mois. Les partis politiques ont dû se positionner. Le Parlement a dû voter. Les médias, les journalistes ont dû faire des entretiens pour chacune de ces petites questions. Donc, on n'est jamais vraiment confronté à revoir la grande question, la cohésion nationale ou les poids des cantons ou l'importance le contenu de l'identité nationale suisse. On passe tellement de temps sur des petites questions qu'on n'a pas le temps de revoir la grande question, mais peut-être c'est une chance. Parce que si on affronterait vraiment la grande question, on réaliserait qu'en fait, on n'est pas vraiment d'accord sur ce que ça veut dire être suisse ou être un fédéraliste. Mais c'est peut-être mieux qu'on n'a pas trop de temps pour les grandes questions. On est tellement occupé avec les petites questions. Merci. Nous avons une dernière question, donc elle est plutôt de nature institutionnelle, donc je vais vous la poser peut-être à vous, professeur Müller, mais professeur Schnabel, vous pourriez ajouter aussi ce que vous en pensez. Je vous la lis. Existe-t-il des mécanismes dans la Constitution suisse pour permettre de revoir les compétences des cantons et du gouvernement fédéral et ainsi d'atténuer les tensions politiques qui peuvent mener à des revendications souverainistes, indépendantistes, par exemple? Alors, la Constitution suisse n'est pas vraiment importante parce qu'il nous manque la Cour constitutionnelle. Une constitution n'a seulement une certaine importance si elle sert comme point de référence pour invalider, pour interpréter des lois inférieures comme des lois normales. Mais le tribunal fédéral suisse n'a pas cette compétence. La Constitution force le tribunal à appliquer des lois fédérales telles quelles. Il ne donne pas la compétence de revoir des lois sur la constitutionnalité. Donc, la Constitution suisse, c'est plutôt un outil de travail qui sert de guide plus ou moins vague, qui donne certaines compétences à la Confédération, souvent sous forme de possibilités. La Confédération peut légiférer dans le domaine de la protection des non-fumeurs. Si la Confédération décide de ne pas légiférer, elle ne légifère pas. Donc, la grande question de la répartition des compétences a été posée la dernière fois en 2004. On appelle ça la grande réforme du fédéralisme suisse, la RPT. On a réformé le système de péréquation financière et on a reparti quelques compétences. Certaines, on les a centralisées, d'autres, on les a décentralisées.
Mais pour la grande majorité des compétences, on a simplement dit que la Confédération et les cantons doivent mieux collaborer entre eux. Donc, la grande question, donc, pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment de mécanisme dans la Constitution, parce que la Constitution est elle-même assez inutile au niveau pratique, mais dans les conventions, dans la confiance, la Confédération et les cantons ne font que ça, hein, mais de manière sporadique pour chaque petite question quand elle se pose, la question qui paye, qui finance, qui applique. Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre, donc une loi fédérale est décidée, mais il n'y a pas les bureaucrates fédéraux qui appliquent ces lois. C'est les fonctionnaires cantonaux qui appliquent les lois. Certains cantons appliquent des lois à la lettre et d'autres cantons ont une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des lois fédérales. Mais c'est toléré et ça fait même partie du fédéralisme suisse. Aussi une certaine indifférence. À Genève, c'est égal ce que font les Saint-Gallois à l'Est. On ne le sait pas, on ne veut même pas savoir, on est très bien dans l'ignorance. Merci beaucoup. Professeur Schnabel, peut-être une dernière réflexion de votre part, soit sur cette question, soit sur une autre. J'aimerais bien contredire Sean juste pour le plaisir de débattre, mais je suis assez d'accord que finalement, c'est plutôt les mécanismes indirects qui ont un impact sur ce genre de questions. Il n'y a pas de mécanisme spécifique dans la Constitution, mais il y a quand même tout le système qui est basé sur l'idée de consensus, de compromis. Et il ne faut pas être naïf non plus, il y a des conflits, il y a des tensions, mais il y a plein de mécanismes qui permettent à ce qu'on puisse les résoudre. Et là, j'utilise un peu mon imagination, mais si on imagine une situation telle qu'en Espagne, où il y a, enfin, la Catalogne voulait quitter l'Espagne ou devenir indépendante. Elle a déclaré son indépendance. Le gouvernement central a refusé, n'était même pas ouvert à la négociation avec la Catalogne. J'ai du mal à imaginer ça ensuite. J'ai du mal à imaginer qu'un canton voudrait quitter la Suisse. Je pense en Allemagne, on ne serait pas prêt à le recevoir, ni la Suisse, ni la France. Mais il n'y a pas eu cette volonté. Mais imaginons que s'il y avait, je pense que le gouvernement fédéral en Suisse, il serait au moins d'accord de rencontrer le gouvernement de ce canton et d'en discuter. Je pense que ça dit déjà beaucoup de choses sur la Suisse. Je pense que la Merci question beaucoup. qui se poserait alors serait est-ce que la majorité cantonale était assez claire? Est-ce que la question posée était assez claire en s'inspirant de notre cas qu'on connaît tous très bien? Voilà, et nous avons bouclé la boucle. Peut-être que nous aurons une prochaine session dans l'avenir pour expliquer comment le fédéralisme canadien peut inspirer le fédéralisme suisse, hein, parce qu'on sait qu'évidemment, dans des systèmes fédéraux qui sont très collaboratifs, souvent peut avoir un manque d'innovation, un manque de changement, comme le professeur Muller l'a dit. Souvent, lorsqu'on se consulte sur plusieurs petites questions, il y a des choses qui peut-être tendent au statu quo. Donc, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Pour l'instant, je tends à vous remercier tous les deux de votre participation. C'était vraiment très stimulant. Nous avons, je pense, beaucoup appris. Il y a beaucoup de sagesse dans la démocratie et le fédéralisme suisse. Malheureusement, les deux semblent difficiles à reproduire ailleurs, mais il existe quand même, comme vous l'avez dit, je pense, des principes et aussi des aspects très concrets de formalisation au niveau intergouvernemental qui pourraient être reprises et reproduites ici. Donc, je remercie nos deux invités, je remercie tous ceux et celles qui nous ont écoutés. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée et de bonnes réflexions sur la Suisse pendant le reste de votre journée peut-être. Merci et au revoir. Merci également.